Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Débat. Créée par la loi organique numéro 2012-27 du 12 avril 2012, la Commission électorale nationale indépendante suscite beaucoup de réactions. Elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Sa création, sa composition, son rôle et ses différents communiqués relatifs à l'annonce de la tenue des élections pour octobre prochain sont différemment appréciés. Pour les uns, il s'agit d'une structure totalement indépendante et qui jouera convenablement son rôle d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Pour d'autres, la CENI, dont les textes fondamentaux et la désignation des membres ne sont pas consensuels, ne peut organiser dans son état actuel des élections libres, honnêtes et transparentes, en offrant des chances égales aux différents acteurs. Nous allons, chers téléspectateurs, écouter et débattre des arguments des acteurs politiques à ce sujet. C'est ainsi que nous recevons sur ce plateau ce soir M. Mohamed Mokhtar Oulzamil, qui est député IPR, M. Ba Bokar Souley, qui est un ancien parlementaire et qui est aussi membre de l'IPR, Mme Kadjata Malik Diallo, qui est députée UFP, M. Ba Ibra, qui est député de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Mes invités, bonsoir. Pour commencer, monsieur le député, j'aimerais vous poser la question qui sera posée également à tous les autres invités. Que pensez-vous, comment analysez-vous la désignation et la structure de la Commission électorale nationale indépendante? Bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord commencer par dire que la Mauritanie, depuis bientôt plus de 20 ans, à partir de 1992, a commencé un cheminement vers un processus qui doit mener à la démocratie. Et régulièrement, nous avons eu des améliorations pour ce qui est du schéma, pour ce qui est des structures, pour ce qui est des méthodes à employer. La CENI a été l'un des outils qui a été utilisé non seulement en Mauritanie, mais un peu partout, dans beaucoup de pays africains. Pour ce qui est de la CENI actuelle, son choix s'est porté sur un type arrêté d'un commun accord entre les partis qui ont participé au dialogue, c'est-à-dire la majorité présidentielle renforcée d'une part, et les partis de la Convention des partis de l'alternance pacifique. Ils ont abouti à la création de l'actuelle CENI avec un mode de désignation qui a fini par trouver leur consensus. La CENI, de par les textes qu'ils ont créés et de par les textes nés du dialogue national qui ont été débattus, proposés comme projet de loi, débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat et approuvé s'il s'agit d'une loi ordinaire et approuvé par le Congrès parlementaire pour ce qui est des modifications constitutionnelles. Donc, nous pensons que cette CENI correspond à un système très amélioré et très avancé par rapport à ce que nous avons connu dans le temps, le passé. En ce sens que les élections du départ de A à Z sont de la responsabilité de la CENI. C'est elle qui pilote tout le processus du début à la fin et nous pensons que c'est la meilleure approche dans un pays où la démocratie n'est pas suffisamment ancrée dans l'esprit des citoyens ni dans l'esprit des acteurs politiques, et il y a lieu de trouver une CENI consensuelle d'une part et également censée garantir la neutralité, le respect des lois et le respect des opinions exprimées à travers les urnes de tous les citoyens. Très bien. Donc nous avons entendu le point de vue de Mokhtar à propos de cette CENI. Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre? Avant tout, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent en Mauritanie et à l'extérieur.
Bonjour à mes deux cousins qui sont là aujourd'hui en face de moi pour débattre. Et je souhaite que ça soit un débat qui éclaircisse l'opinion mauritanienne, un débat dépassionné, argument contre argument. Par rapport à cette CENI, comme l'a dit l'honorable Abdel Mokhtar Ouzamel, le processus démocratique depuis maintenant, les premières élections ici municipales, on parlait tout de suite de la liste jaune, je suis un témoin oculaire. J'ai assisté à toutes les élections. Je n'ai pas été absent à une seule élection depuis les premières élections ici jusqu'à nos jours. Effectivement, il y a une amélioration. Chaque élection trouve son type d'amélioration. Avant, c'était des bulletins. On connaissait les résultats avant la fin, juste à la fin du vote, parce que chaque votant chez nous ramenait son bulletin. Après, il y a eu le bulletin unique. Après, il y a eu une CENI. Et maintenant, comme il l'a si bien dit, il y a un dialogue national qui s'est passé. Il y a une loi organique issue de ce dialogue national. Une CENI a été créée. Et cette loi organique stipule clairement que cette CENI est responsable de tout le processus électoral, y compris le recensement, et que l'État mettra les moyens suffisants, aussi bien matériels que financiers, à la disposition de cette CENI pour accomplir sa mission, pour garantir son autonomie et son indépendance. Moi, je sais que ce qui est recherché dans tout ça, c'est l'indépendance de cette CENI. Bon, dès l'instant, nous pensons aussi que ça, c'est le fruit d'un dialogue. Ce dialogue a pris compte des préoccupations des uns et des autres. En tout cas, c'est le résultat des partis de l'opposition qui ont une partie qui a accepté avec les partis de la majorité. Et le résultat est là. Et il me semble aussi que le travail avance. Nous avons atteint déjà, la CENI est en train de faire un travail à travers les communiqués que nous voyons, à travers les consultations et les concertations qui se font. Moi, je fais partie du bureau des anciens parlementaires. Ils nous ont reçus, nous avons donné nos avis. Ils prennent les avis des uns et des autres pour essayer d'arriver à un consensus, à ce que tout le monde s'entende pour enfin venir aux élections. Puisque le but de tout ça, c'est les élections. Le but d'un parti, on fait la politique, c'est pour des élections. Les élections présidentielles, chaque parti aspire un jour à présider. Les élections municipales, les machins. On ne peut pas être dans un pays où on ne dialogue pas, où on n'effectue pas comment on appelle, on ne dialogue pas, où il n'y a pas aussi d'élections. Il me semble que il faut que les gens comprennent que cette CENI, d'ailleurs c'est notre conviction, à travers les hommes qui composent cette CENI, connus vraiment de la Mauritanie, il me semble que c'est des personnalités dont l'intégrité et l'honnêteté ne peuvent pas être mis en cause. Et s'ils disposent de tous les moyens et toute la latitude, et tel est le cas pour le moment, il faudrait tout simplement les aider, les encourager et encadrer, puisque c'est un gain pour la Mauritanie. Très bien. Vous aurez l'occasion de développer. Madame la députée, vous avez entendu ce que disent vos collègues. Ils disent que la CENI est presque parfaite. Je vous remercie. Moi, je crois que la CENI, il ne faudrait pas la prendre comme un électron libre dans l'espace. C'est une CENI qui est créée dans une conjoncture politique. Et cette conjoncture, à mon avis, et la situation globale et le système qui est en place sont plus importants que la CENI, qui est un élément peut-être important dans un cadre d'un processus électoral, mais qui est dans un ensemble qui doit déterminer déjà ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. On a parlé de la loi, on a parlé des textes, mais dans ce pays que nous connaissons et surtout les circonstances que nous connaissons, où d'ailleurs la loi n'a aucun intérêt, n'a aucune importance, parce qu'elle est constamment violée. Nous sommes dans un système d'une dictature militaire avec un habillage démocratique.
Et la CENI, comme toutes les autres institutions, quel que soit ce qu'on va dire publiquement, quelles que soient les déclarations qu'on va faire, en réalité, elles sont tenues par un système qui ne peut pas les laisser fonctionner, il ne peut pas en être autrement. Parce que tout simplement, cette CENI, elle est créée dans un contexte où même les institutions qui étaient là sont devenues invalides. Et il va falloir d'abord penser à dire qui en est responsable. Parce que nous parlons des élections et de la CENI. À mon avis, la CENI n'est qu'un élément du maillon, un élément tout simplement. Et la CENI qui a été créée dans ces circonstances, c'est au moment où, en réalité, les élections n'ont pas pu se tenir. Et j'ai souvent entendu dire, et même ce soir, par les plus grands responsables de l'UPR, que l'opposition fuit les élections. Or, il faut quand même qu'on dise qu'est-ce qui a empêché les élections de se tenir et pourquoi on en est arrivé à cette situation. Et c'est ça d'abord qui doit être important pour nous. Pourquoi les élections n'ont pas pu se tenir à temps? Parce qu'elles devaient avoir lieu en 2011. De parler des élections. Oui, si vous voulez qu'on va revenir sur les élections, la CENI elle-même. Cette CENI, l'histoire de la CENI n'est pas récente. C'est le fruit d'un dialogue entre une partie de l'opposition. Quand vous me dites le fruit d'un dialogue, j'ai l'impression que vous voulez que je ne dise plus rien. Parce que de toutes les façons, c'est un dialogue qui ne me concerne pas. C'est un dialogue qui ne m'a pas concerné. Et donc son résultat, je l'ai déjà apprécié. Et vous l'avez suivi, le résultat de ce dialogue. Et parlons tout simplement de cette CENI. Et je vous dis que, quelle que soit l'institution ou la structure qu'on met en place, elle est tributaire de la conjoncture et du système politique qui est en place. C'est-à-dire qu'on va publiquement déclarer que c'est une institution qui a son indépendance, qui va contrôler les élections, mais nous savons que même par rapport à toutes les institutions, y compris le Parlement, c'est les parlementaires, c'est que lorsqu'on va faire des déclarations, c'est ce qu'on va donner comme message, comme directive en sourdine, sont plus importants parce que le contexte lui-même le dicte comme cela. Et je vais vous dire par rapport à la CENI. Cette CENI, nous avons connu l'histoire de 3 CENI. C'est la 3e CENI que nous avons. Il y a eu une CENI en 2006. 2005-2006. Cette CENI, lorsqu'elle a été mise en place, elle a été mise en place dans un contexte où ceux qui étaient au pouvoir n'étaient pas candidats. Donc ils sont censés être neutres, même s'ils ne l'ont pas été de bout en bout, mais ils sont censés être neutres. Ils ne sont pas candidats à l'élection. Et ensuite, elle a été posée de manière consensuelle. Lorsqu'on l'a composée, tous les acteurs étaient là. Un acteur donné peut récuser une proposition qui est faite. Donc, une personne ne peut être admise à être membre de cette CENI de 2006 que si elle fait l'objet d'un consensus national. Ce qui n'est pas le cas pour cette commission. Deuxièmement, on a dit qu'elle va gérer les élections de A à Z. Je vous dis d'abord que dans l'intitulé de la loi, c'est qu'elle va commencer par valider le fichier électoral. Donc c'est une validation, ce n'est pas la confection du fichier. Donc dites-vous bien que nous sommes dans un contexte où on a un état civil, et j'espère qu'on va revenir sur l'histoire de cet état civil, parce que c'est là le pilier essentiel de l'élection, c'est l'état civil. Et nous allons revenir, j'espère, sur l'état civil. Mais alors ce fichier électoral qui va être confectionné et par l'état civil et par la direction qui est logée au niveau du ministère de l'Intérieur. Et c'est ensuite que la CENI va valider. Donc, comment elle va valider, de quoi elle dispose comme moyen pour pouvoir valider, pour apprécier, pour décortiquer qu'est-ce qu'on lui a d'abord empaqueté là. Ça, c'est un. Donc, elle ne commence pas de A à Z, comme on dit. Le A, le plus important, c'est ce qui va se faire au niveau du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas ce que la CENI va valider. Deux. Ça, c'est un. Deuxièmement, cette CENI, lorsqu'elle a été composée, je vous dis qu'elle n'est pas consensuelle parce que de toutes les façons, il y a une grande partie de la classe politique qui a été absente. Troisièmement, lorsqu'elle va fonctionner. Et vous avez vu que cette année même, elle n'a même pas pu obtenir facilement un budget. Alors que son texte est très clair. C'est qu'elle est comme le Parlement, elle va décider de son budget
Et l'exécutif doit tout simplement lui disposer de ce. Elle n'a pas pu le faire. Et je me demande où est son indépendance. Je ne mets pas en doute les membres qui sont dans la CENI, je ne les connais pratiquement pas, à part quelques-uns, mais ce n'est pas ça le problème pour moi. Le problème pour moi, c'est cette CENI, dans quelle conjoncture elle a été créée et qu'est-ce qu'elle peut faire. Et de toutes les façons, elle commence par valider un fichier électoral. Et les résultats qu'elle va proclamer, les résultats qu'elle va proclamer seront validés par le Conseil constitutionnel. Et donc, en réalité, elle est entre les deux. Elle ne prend pas le commencement et elle n'arrive pas jusqu'à la fin, à mon avis. Très bien, c'est noté. Monsieur le député Bariou, que pensez-vous de cette CENI? Comment la jugez-vous? Oui, je vous remercie. Moi, je voudrais d'abord répondre un peu à l'affirmation de mes amis d'en face, qui disent que depuis 1992, il y a eu une amélioration constante de la démocratie. Je crois que ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que cette amélioration, il y a eu une rupture du coup d'État de 2008. Et c'est le coup d'État d'Abdelaziz qui, aujourd'hui, met le pays dans la crise où elle est. Donc, s'il y a eu amélioration, en tout cas depuis 2008, on a régressé en réalité dans la démocratisation et l'amélioration des conditions d'une véritable démocratie. La deuxième chose que je voudrais dire concernant la CENI, c'est que d'abord, comme Mme Kadiata, les membres actuels de la CENI, c'est des hommes éminemment respectables. Et pour certains qui ont contribué de façon notable à la création de l'État mauritanien. Donc, du point de vue personnel, il n'y a rien à dire concernant les membres du CENI. Mais ce que disent pas nos amis, c'est que la CENI, c'est une composition à part égale entre deux catégories de gens, entre deux partis. Les partis qui ont fait la négociation, qui ont fait le dialogue. Il y a la majorité et il y a les partis de l'opposition. Chacun d'eux a désigné des gens. Donc, chacun d'eux, on peut mettre les noms, on sait qui a désigné qui. Donc, c'est une CENI qui n'est pas... Il ne faut pas la présenter comme une CENI qui est indépendante, qui est en dehors de... Ce qui n'est pas le cas de la première CENI de 2005. Ici, c'est une CENI qui a été désignée par les partis, par les camps politiques, à telle enseigne d'ailleurs que la désignation, au point où que la désignation, pour déterminer le président de la CENI, la loi a dit que c'est le plus âgé. Donc pour un organe qui doit nous aider à aller dans la démocratie, c'est une façon un peu particulière de désigner son président. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette CENI, concernant la CENI, c'est que nous, on ne se sent pas concernés. On n'a pas contribué à sa désignation. On n'est pas représenté par la CENI. Et ensuite, concernant les communiqués et autres, on n'a même pas été associé. D'abord, on n'a pas été consulté. Et ensuite, on n'a même pas été informé concernant les dates des élections. Monsieur le ministre Bouakar a dit que les anciens parlementaires ont été reçus par la CENI. Mais aujourd'hui, la Côte, qui représente quasiment le tiers de l'Assemblée aujourd'hui, qui est une partie importante de la classe politique, n'a jamais été consultée par la CENI. Donc si on pense que cette CENI-là, avec toute la sympathie et le truc que j'ai pour les membres de la CENI, ne nous concerne pas, La troisième chose, c'est concernant l'indépendance de la CENI. Je viens de dire qu'elle a arrêté les dates sans avoir même nous informé. Et ensuite, même dans la loi, et je suis très à l'aise parce qu'il y a Mohamed El Mokhtar qui est à côté de moi, que dans la loi de la CENI, il y a une direction qui est logée au ministère de l'Intérieur, qui est la direction générale de matériel, qui s'occupe de l'ensemble des commandes de matériel de la CENI et autres. Donc,
une indépendance de la CENI si elle n'a pas les moyens des moyens matériels et autres et financiers. C'est une indépendance qui ne va pas être complète. La troisième, c'est que cette CENI elle ne fait que valider la liste électorale qui est confectionnée ailleurs au ministère de l'Intérieur. Et pour donner une preuve concrète, Kadiata l'a effleuré tout à l'heure, c'est le budget de 2013. La CENI avait demandé une somme qui n'a pas été acceptée. Je crois que si mes souvenirs sont bons, sur ce qui a été accordé, c'est le 9e de ce qu'ils avaient demandé. 9 pas plus, ils avaient demandé comme budget qui n'a pas été accordé. Donc je crois qu'on va peut-être revenir. Depuis 2008, le pays vit une crise politique, une crise économique, une crise morale, et que nous avons tenté, nous la classe politique, d'essayer de trouver une solution à partir de l'accord de Dakar de sortie de crise. Malheureusement, le pouvoir n'a pas respecté les accords de Dakar et a pris la partie qui était la plus agréable pour lui et a laissé l'autre partie. Donc on est en crise, on est en crise, et pour trouver une solution à cette crise, il faut qu'il y ait un consensus, qu'il y ait un dialogue entre l'ensemble des forces politiques et qu'on trouve une transition qui va être consensuelle. Et dans ce cadre-là, la CENI telle qu'elle est ne peut pas perdurer. Très bien, monsieur le député Jamel, j'ai entendu dire vos collègues qui disent que la CENI n'est pas une CENI consensuelle, en ce sens, et qu'ils mettent en cause aussi son indépendance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En quoi pouvez-vous leur répondre pour qu'est-ce qui garantit son indépendance? Écoutez, je pense que si on ne veut pas traiter les problèmes avec objectivité, on peut se donner tous les arguments. Consensuel par rapport à quoi? Ils disent que ce n'est pas consensuel parce qu'ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas représentés au sein de cette chaîne. Parce qu'ils n'ont pas participé au dialogue. Écoutez, tout acteur politique... C'est grosso modo ça, en partie. Tout acteur politique a le droit de participer au débat politique qui se pose dans le pays et d'émettre son opinion. Mais il ne faut pas qu'il dise, si mon opinion n'est pas celle qui est retenue, rien ne va plus. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes nouveaux à la démocratie. Et nous avons, depuis qu'on a commencé en 1992, cherché régulièrement à améliorer par étapes. Et les dernières élections ont été, de l'avis de tout le monde, des élections qu'on qualifierait de modèle pour notre environnement. Lesquelles? 2007, évidemment. 2007, mais aussi 2009, Ah bon? absolument. Et vous l'avez reconnu vous-même. Et les étapes pour arriver à des élections transparentes ou consensuelles, comme vous dites, ont été trouvées à Dakar. Et vous avez participé. Et vous avez reconnu les résultats. Les derniers, je ne vais pas reconnu, les a reconnus. Je crois que c'est les RFD. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce droit de chercher une amélioration à notre démocratie appartient à tous les Mauritaniens. Et je concède à nos frères qui sont là et aux partis qu'ils représentent qu'ils ont parfaitement le droit, tout comme nous. Nous aussi, nous aspirons à avoir des élections libres, transparentes et de nous donner les moyens et les voies pour y arriver. L'idéal, c'est ce que chercher un consensus. Un consensus, on l'obtient comment? En débattant, en se mettant ensemble et on pose les problèmes. Au moment où on s'oriente, nos amis de la CODE ont été demandeurs de ce débat. Et au moment où on s'oriente, où l'autre parti, c'est-à-dire le pouvoir,
la majorité a accepté le débat, ils ont refusé. Ils ont refusé de participer au débat. Ils auront l'occasion Ce n'est pas parce qu'eux refusent, ce n'est pas parce qu'ils disent la Mauritanie connaît une crise politique, économique, sociale, que le pays s'arrête. Le pays est en marche et tous les jours, il avance. S'ils veulent participer et contribuer de leur point de vue, qui est celui de l'opposition, et l'opposition est une nécessité dans une démocratie. Toute démocratie, pour qu'elle avance, pour qu'elle marche, doit avoir une opposition. Mais s'ils se refusent à jouer ce rôle, le pays ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Ceux qui ont accepté le dialogue de la majorité et de l'opposition se sont retrouvés. Et il faut d'ailleurs dire que ceux qui étaient là au nom de l'opposition ont pris en considération l'ensemble des points de l'opposition parce qu'ils étaient à la côte. Et les points arrêtés par la côte pour un débat, ils les ont pris en considération et ils ont débattu. Et il en est sorti le résultat qu'on connaît. Entre autres, il était convenu que la côte, plutôt la CENI, doit être choisie de façon consensuelle. C'est ce qui a été fait. Mais si eux refusent de participer, ils ont refusé de participer au débat, s'ils refusent de participer aux élections, ce sera dommage. Tout le monde le regrettera, mais le pays ne s'arrêtera pas. Le pays avance, il continuera à avancer. En tout cas, tant qu'une majorité claire et nette, populaire, parlementaire, soutient le pouvoir en place. Et c'est comme ça que ça marche dans tous les pays du monde. C'est noté, monsieur le ministre. Bon, moi, je m'en vais quand même dire que mon cousin a dit qu'il y a une direction Ministère de l'Intérieur qui s'occupe des achats. Non, ce n'est pas ça. Il y a une commission des marchés au niveau de la CENI. C'est la CENI qui est responsable de ses propres achats. Du BIC en avion s'il y en a. Que ça soit bien clair. Ils ont leur autonomie financière totale. Que ça soit clair. Et aussi, il y a bien un décret qui leur consacre la plénitude des pouvoirs pour la gestion de tout le processus électoral, y compris le Ravel. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc les choses doivent se dire telles qu'elles sont. S'il y avait une autre démarche ou une autre chose, en tout cas, les choses ont totalement changé, puisque la loi est là, les textes sont là, la commission est là. L'autre aspect, moi je pense qu'on ne doit jamais refuser le débat. Je ne peux pas comprendre, moi, qu'un parti politique ou un groupement de partis, quel qu'il soit, refuse un débat. Mais on n'est pas obligé d'accepter ce que les autres disent. Mais on ne doit jamais fuir le débat. Mais je participe, je donne mon point de vue. C'est clair, net et précis. Mais il me semble que refuser le débat n'est pas une bonne solution. Refuser le dialogue, refuser les assises nationales sur l'éducation, refuser les concertations, je dis bien aussi, et je signe, l'ensemble des acteurs politiques, des partis politiques ont été contactés. La première fois, c'était en janvier, par la CENI, Par la CENI, pour les concertations. Et la deuxième fois, c'est après leur dernier communiqué. Que ça soit bien clair. Ou on accepte de venir, ou on n'accepte pas de venir, mais la CENI est en train de faire ce qu'elle doit faire. Mais participer aux élections, c'est le souhait de tout le monde. Ce qu'on peut demander, il me semble, c'est une garantie de transparence. Que les élections soient transparentes. Qu'il y ait une surveillance des élections, c'est ce que la CENI est en train de faire. La CENI est en contact avec nos partenaires internationaux, dialogue avec eux, traite avec eux, et voudrait même qu'il y ait dans chaque bureau de vote, pourquoi pas un observateur. Donc c'est ça que nos amis de l'opposition devraient exiger. Mais on ne peut pas rester éternellement dans un pays sans élection, ça ne peut pas marcher. Il faudrait que les gens se ravivent. La Mauritanie est pour nous tous. Une révolution, ce n'est pas possible ici. La Mauritanie n'est pas comme les pays limitrophes. Non, on n'est pas encore arrivé. Non, mais on n'est pas arrivé, mais je préfère quand même le dire. Donc il est temps
Tout franchement, c'est le souci de tout le monde. Puisque la paix en Mauritanie, la tranquillité en Mauritanie, que tous les Mauritaniens pensent avant tout au devenir de ce pays et acceptent de comprendre qu'il y a eu un dialogue déjà, qu'il y a eu des résultats, que les lois sont là et les lois sont au-dessus de tout. Moi, je pense que l'important, c'est qu'il y a un cadre et il y a un outil. Ce cadre et cet outil sont à la disposition de tout le monde. Quelque chose ne va pas, c'est bon, il faut le demander. Il y a une défaillance au niveau de la CENI. Écrivons, sachons-le, on essaie de trouver la solution. Mais boycotter toujours, refuser le dialogue, et rester toujours en train de traverser le fleuve de gauche à droite, Dakar, ça appartient au passé. Ça appartient au passé. Maintenant, nous devrons voir qu'est-ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qu'on peut sauver par rapport à ça? Et nous pensons que tout est bien ficelé. S'il y a des manquements, comme l'a dit l'honorable député Jamel, effectivement, c'est l'ensemble de la plateforme de l'opposition qui a été prise en compte par l'autre partie de l'opposition qui a accepté le dialogue. Nous sommes tous dans ce pays. Tout se dit, tout se sait. Puisque nous sommes toujours ensemble, nous sommes des amis. Quand on finit ce dialogue, nous sommes ensemble, on se dit tout ce qui se passe. Donc la réalité, c'est que l'ensemble des revendications de l'opposition ont été prises en compte au cours de ce dialogue et des décisions exceptionnellement importantes. Moi, en tant qu'élément de la majorité, j'estime que nous sommes lésés par rapport à certaines décisions. C'est clair, net et précis. Vous aurez l'occasion de revenir sur ces décisions. Madame la députée, vous avez bien entendu. D'abord, je signale que quand mon cousin Bokar Souley me dit qu'il y a un décret qui donne tout à la CENI. Comment un décret peut donner tout alors que la loi n'a pas donné tout? La loi, elle est quand même très claire. Elle a défini là où commence la CENI. Donc même si et c'est là où je disais de toutes les façons que peut-être bien que les textes des fois ne sont pas importants pour ceux qui sont au pouvoir, parce qu'ils savent qu'ils ont loisir de les violer comme ils veulent. Et là, s'il y a un décret qui donne tout, en tout cas, ça va être un décret qui est en contradiction avec la loi, parce que la loi n'a pas tout donné. Deuxièmement, pour parler du dialogue, et précisément, il vient de nous rappeler que Dakar, c'est du passé. Et c'est là le grand problème. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on va faire un dialogue devant la communauté internationale et signer un accord. Et au lendemain de cet accord, parce qu'on a pris ce qui est intéressant pour soi, on dit que ça c'est du passé, on n'en parle plus. À quoi sert un dialogue si demain, celui avec qui vous avez signé l'accord ne respecte pas son engagement? Et je vais dire à l'honorable député Mohamed Mokhtar Ould-Zamil que s'il pense que tous les points de la CODE ont été pris en considération par le dialogue, il se trompe. Et je crois que même les points que lui-même défendait en 2008 avec le coup d'État n'ont pas été pris en considération. Ces points, c'est quoi? Ces points, c'est que quand Ould Abdelaziz faisait le coup d'État contre Sidi qu'ils ont soutenu, c'est qu'on disait qu'il y a un déficit de démocratie et qu'il n'y a pas d'équilibre entre les pouvoirs. Et d'ailleurs, ce qu'on a crié très fort, c'est qu'on va diminuer des pouvoirs du président de la République et qu'on va renforcer les pouvoirs du Premier ministre et par conséquent du Parlement. Je lui demande, est-ce que, au niveau de ce dialogue, on a pu toucher à un brin des pouvoirs du président de la République? Alors que c'était ça l'argument fondamental du coup d'État de 2008. C'est qu'il faut renforcer les pouvoirs du Parlement. Et il faut opter pour une justice qui va être indépendante. Je lui demande. Et il était là quand les lois étaient discutées. Malheureusement, ce qu'on dit dans les commissions n'est pas forcément ce qu'on dit dans les plénières. Mais au moins, il y a des témoins parce que le ministre est là avec son staff. Et les députés sont là.
De toutes les façons, ça c'est un. Je lui demande qu'est-ce qui a été fait. Est-ce que les pouvoirs du président ont été diminués et le pouvoir du Parlement ont été renforcés? Je ne vois pas où est ce truc. Et la question fondamentale qui se posait à nous, c'est ce que représente le BASEP pour le pays et pour son avancée. Ils avaient demandé au niveau du dialogue à ce qu'on supprime le BASEP. Il n'a pas été supprimé. Et c'est ça la force du pouvoir. La force du pouvoir se situe au niveau du BASEP. Ce n'est pas au niveau des lois, ce n'est pas au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas au niveau des décrets. Ça n'a pas été pris en considération. Et je le disais aussi, que la CENI, en elle-même, comme toutes les autres institutions, elle ne peut pas être une structure qui va donner satisfaction dans la mesure où il y a en tout un pouvoir global. Et ce pouvoir global, c'est un pouvoir dont c'est un seul homme qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs. Et il en fait ce qu'il veut. C'est aujourd'hui, lorsqu'on le dit, et ça c'est tout le monde, je crois, qui le comprend parfaitement dans ce pays, qui ne comprend pas aujourd'hui que les militaires, les généraux qui sont là, au lieu de se soumettre à l'autorité civile, d'un pouvoir civil, sont plutôt eux qui sont en réalité les maîtres. Je vais vous raconter tout simplement quelques 2 à 3 exemples. En 2011, en novembre 2011, lorsqu'il y a eu la fête des forces armées, sur le plan, le placement protocolaire, j'ai vu le ministre de la Défense flanqué derrière le chef d'état-major de l'armée, comme s'il était son garde-corps. C'est quand même expressif comme situation. Deuxième élément expressif, lorsque Abdelaziz a été blessé par balle, problème qui n'a pas encore été élucidé, mais lorsqu'il a été à son retour, je vois ici au niveau de la télé, affiché ici, les travailleurs de la télévision souhaitent la bienvenue au président. Mais dans un pays démocratique qui se respecte, vous pensez que le directeur de la télévision peut afficher une banderole pour dire que parler au nom des travailleurs, même ceux qui ne l'ont pas mandaté, pour dire qu'ils souhaitent la bienvenue. Que Chinguitel passe un panneau ici pour dire qu'il souhaite la bienvenue au président. Que la fédération des tireurs de, comment on les appelle, de cibles, place sur la route de Soukou une banderole pour dire qu'ils souhaitent. Que toutes les sociétés, toutes les entreprises se mettent là à applaudir. Est-ce que ça peut être un indicateur d'une démocratie? Est-ce que ça peut être un indicateur pour vous, pour que ce soit une démocratie? Donc le problème, et je ne parle pas de tout le reste. Quand on parle d'élection, ce n'est pas la CENI qui est importante en soi. Elle a un rôle à jouer, certes, mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important se trouve ailleurs. Le plus important, c'est la neutralité de l'État, de l'administration, qu'on n'arrive pas encore à faire respecter. Cette neutralité, et tout le monde le sait, les fonctionnaires le savent, les hommes d'affaires le savent, les magistrats le savent. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il faut se mettre au pas pour pouvoir exister dans ce pays. Et là, ce n'est pas la CENI qui va pouvoir faire changer cette situation. Mais je vais... Deuxième tour de table. Madame la députée, vous avez pris assez de temps. Donc, je vous dis tout simplement qu'alors, on nous dit que le pays avance. Si nous, on ne veut pas aller. D'abord, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que nous n'avons pas voulu participer au dialogue. Vous vous rappelez bien qu'après l'élection présidentielle de 2009, quand le premier a posé le problème du dialogue, de sa poursuite, c'est Bedreddine qui a posé une question orale au Premier ministre. Et c'est la dernière fois où le Premier ministre est venu répondre devant le Parlement sur une question orale. Et on a bien insisté sur le fait que Dakar stipulait qu'il fallait poursuivre le dialogue après les élections, quel que soit le gagnant. Et on nous avait dit que non, qu'il y a eu des élections, qu'il y a eu un président qui a été élu. Et d'ailleurs, on ne dit pas dans quel contexte. Le président, il a fait déjà 4 campagnes